Avec nous pour le grand débat dont va plus loin, Gérard Longuet, bonsoir. Bonsoir. Sénateur LR de la Meuse, Paul Vannier, bonsoir. Orateur national de la France Insoumise. Jean-Marc Bailleul, bonsoir. Secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et Bruno Jambard, bonsoir à vous également, directeur général adjoint d'Opinionway. Gérard Longuet, les Gilets jaunes doivent-ils suspendre, voire arrêter complètement leur mouvement, au moins pour laisser les forces de l'ordre souffler, d'après vous ? Simplement parce que le débat est ouvert. Enfin, manifestement, le président de la République, le Parlement ont mis sur la table toute une série de pistes qui méritent d'être approfondies. Et je crois que c'est leur intérêt de suspendre leur mouvement. Mais par rapport à la question terroriste, est-ce qu'il y a une forme de question morale qui se pose aux Gilets jaunes depuis quelques jours ? Doivent-ils continuer ou pas ? Chacun vit sa vie. Personnellement, je pense qu'en effet, il faudrait mieux de suspendre. Mais je n'ai pas d'ordre, ni d'oukase, ni de jugement à donner. Et vous avez un avis. Paul Vannier ? En tout cas, ils ont décidé du contraire. Je les ai écoutés cet après-midi en conférence de presse. C'est ce qu'on a vu, mais moi je voudrais votre avis, puisque vous représentez la France Insoumise, et on a entendu que Jean-Luc Mélenchon était plutôt pour qu'il continue. Nous répondrons à l'appel. Moi, je serai dans cette manifestation samedi, comme je l'ai été ces dernières semaines, et beaucoup d'insoumis et d'insoumises y seront aussi. Pourquoi ont-ils décidé de maintenir leur mouvement ? Parce que le président de la République ne les a pas entendus. Il leur a menti même en parlant de l'augmentation du SMIC. Mais pardonnez-moi, ils savent qu'il y aura des casseurs, que ça va mobiliser un certain nombre de policiers qui eux-mêmes sont épuisés, ultra sollicités. Ça aussi, c'est du social et j'imagine que vous l'entendez. Est-ce que ça ne peut pas entrer en ligne de compte ? Vous avez raison, il y a 2 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Les policiers réclament ce paiement et je crois qu'ils ont raison de le faire. Il y a des postes qui ont été supprimés, d'ailleurs à l'époque de Nicolas Sarkozy, et des postes d'ailleurs dans les compagnies républicaines de sécurité qui manquent manifestement aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, au fond, les revendications de certains représentants policiers rejoignent d'un certain point de vue celle des Gilets jaunes. C'est les services publics, victimes d'une politique d'austérité qui font pâtir aux uns et aux autres de la situation actuelle. Donc nous, n'opposons pas la question de la sécurité, qui est évidemment une priorité, et des revendications légitimes, revendications de justice fiscale, de justice sociale, de démocratie aussi, que les Gilets jaunes portent de façon nouvelle, c'est vrai. Mais de fait, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une opposition, Jean-Marc Bailleul, qu'en pensez-vous ? Alors d'abord, c'est pas 2 millions, c'est 23 millions d'heures supplémentaires. Et je pense pas que ça soit de les payer qui va faire en sorte que les policiers vont se reposer. En tout cas, c'est pas la position que nous on défend. Nous, on pense qu'il faut appliquer la directive européenne du temps de travail, qui garantit des temps de repos et qui obligera ce ministère de l'Intérieur à se réformer justement pour travailler de façon plus pragmatique. Et cette manif de samedi qui se profile, comment vous voyez cela ? Est-ce que pour vous, les Gilets jaunes devraient arrêter ou suspendre ? Moi, je rappelle que les policiers sont des ouvriers de la sécurité et qu'à partir du moment où on a une conviction de défendre les intérêts du peuple, il faut entendre que les policiers et les gendarmes, qu'il ne faut pas oublier, sont effectivement fatigués, que face à l'adversité, il faut être dans les meilleures dispositions physiques et physiologiques, et que de vouloir trop tirer sur la corde, on s'expose effectivement à quelquefois des réactions que certains critiquent. Qu'est-ce que vous craignez, par exemple ? Vous craignez des dérapages côté force de l'ordre ? Vous craignez des vrais problèmes de sécurité ? Non, je m'inquiète par rapport à la santé de mes collègues et du fait qu'avec des amplitudes telles qu'ils font, et l'épisode de Strasbourg, je dirais, cet attentat atroce, ne change rien au fond. Strasbourg, c'est Strasbourg. Pour autant, on a des policiers qui sont fatigués et de faire des amplitudes avec des interlocuteurs, parce que vous dites, on a entendu les Gilets jaunes, moi j'aimerais bien qu'on ait des interlocuteurs identifiés, parce que pour l'instant, moi je ne connais pas d'interlocuteurs Gilets jaunes. On en connaît plusieurs. De quelle légitimité ont ceux qui parlent ? Nous, on est là pour protéger la démocratie. Il y a des règles à respecter. Une manifestation, ça se dépose. Il y a des règles, et si on la déposait conformément aux règles, ça serait beaucoup plus simple pour nous. Donc il y a un peu un paradoxe d'appeler à la manifestation, mais ne pas vouloir rentrer dans le jeu démocratique pour qu'on puisse, nous, mettre les forces nécessaires. Pour ce week-end, pour répondre complètement à votre question, on part sur la même mobilisation de CRS et d'escadrons de gendarmerie que le week-end dernier. Donc, c'est-à-dire 79 000 alors au total, toutes forces confondues, il y a tous les policiers qui travaillent sur le quotidien, mais il y a ceux qui sont rappelés spécifiquement. Pour la police et la gendarmerie, c'était à peu près 50 000 personnels la semaine dernière. Et les CRS et les escadrons, c'était quasiment 98% des forces. Comme on ne sait absolument pas combien il y aura de manifestants et que c'est complètement désordonné,
on risque de mobiliser, même peut-être pour rien. Et qu'il y ait un terroriste dans la nature, je le rappelle. Ça coûte très cher à l'État, tout ça. Bruno Jean Bart, qu'en pense l'opinion ? Est-ce qu'elle pourrait se retourner contre le mouvement des Gilets jaunes alors qu'elle l'a considérablement soutenu jusqu'ici ? Est-ce que le fait de continuer à manifester alors qu'il y a eu, Gérard Longuet l'a dit, une réponse gouvernementale, une réponse de l'exécutif, et par ailleurs... Des contribuables. Et une réponse des contribuables. C'est le qui paiera, in fine. Et cet attentat qui a peut-être aussi changé un peu la donne. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est certain que là, on est sur une semaine où la situation a beaucoup évolué par rapport à samedi dernier. On a eu à la fois les annonces du président de la République et puis ce qui s'est passé mardi soir à Strasbourg, qui incontestablement ne va pas être neutre sur la manière dont les Français vont percevoir la situation. On sait bien que ce sont des moments où il y a une forme d'unité nationale qui s'exprime d'une manière ou d'une autre et c'est vrai que notamment les débordements auxquels on a assisté lors des manifestations précédentes vont probablement, s'ils se reproduisent ce week-end, heurter encore un peu plus je dirais, la perception du mouvement. Après, ce que l'on voit sur le soutien lui-même et sur le soutien au mouvement, c'est qu'il semble un peu déconnecté du mouvement lui-même. Il est tellement stable que j'ai plutôt le sentiment que les gens ne répondent pas vraiment sur le soutien au mouvement, mais plutôt sur une expression de mécontentement de manière générale quand on leur pose la question. Parce que avec tout ce qui s'est passé depuis le début de ce mouvement, pour que c'est aussi peu évolué d'une semaine à l'autre, c'est qu'on mesure quelque chose de plus structurel que le mouvement lui-même. Donc la question est peut-être mal posée. La vie démocratique doit-elle s'arrêter à cause de la menace terroriste ? C'est la question posée par Jean-Luc Mélenchon à la tête d'une motion de censure débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. François de Rugy a répondu ce matin sur Public Sénat. Le ministre se demande si c'était bien le moment. Écoutez. La vie démocratique, ce n'est pas un mouvement automatique. Ce ne sont pas des choses où on appuierait sur des boutons en disant on va manifester tous les matins ou tous les samedis, ou on fait une motion de censure comme si de rien n'était. Est-ce que le moment est venu, justement dans le moment démocratique que nous vivons, d'avoir un débat de censure du gouvernement ? Gérard Longuet, qu'en pensez-vous ? Une motion de censure ? J'ai trouvé que Jean-Luc Mélenchon avait raison. Ah oui ? Sang-froid républicain. Il y a les institutions. Bon, il y a un terroriste islamiste, un tueur fou. La France ne va pas s'arrêter pour autant. Et nous respectons l'état de droit. On respecte l'état de droit à l'égard des suspects. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas pour l'enfermement de tous les fichiers S. C'est absurde. Et on respecte nos règles démocratiques pour débattre entre nous. On est en désaccord, mais on discute à l'intérieur des assemblées prévues pour cela. Paul Vannier, ça vous surprend d'entendre Gérard Longuet dire qu'il est d'accord sur ce point, en tout cas avec Jean-Luc Mélenchon ? Vous êtes rassuré ? En tout cas, je suis heureux de ce constat. Je ne crois pas qu'il soit partagé par tous les élus républicains, mais je ne veux pas rentrer dans une polémique. La République ne doit pas se mettre à genoux devant les terroristes. Cet acte atroce ne doit pas paralyser le débat démocratique, les procédures parlementaires. Il est donc tout à fait légitime que cette motion de censure ait été déposée. Et pourquoi l'a-t-elle été ? Nous sommes en plein moment des Gilets jaunes et nous considérons, nous, à la France Insoumise, que pour sortir de cette crise politique, crise démocratique, la solution, c'est le recours au peuple. C'est de l'appeler à se prononcer dans le calme, dans la tranquillité démocratique par le bulletin de vote. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé cette motion qui vise à faire, vous le savez, tomber le gouvernement et donc à précipiter, en tout cas c'est ce que nous défendons, une dissolution du Parlement pour retourner devant les Français et qu'ils tranchent par eux-mêmes sur les options qui se présentent. On voit le président de la République qui persiste dans sa politique. On voit des oppositions qui clarifient d'ailleurs leur rapport au mouvement. Les Républicains sont en train de prendre une distance très nette. Le Front National est dans une ambiguïté très forte. Et puis, nous avons considéré que les revendications qui sont portées étaient bien souvent Cette motion de censure, ça n'a pas été si clair et si facile côté socialiste. Le patron du PS, Olivier Faure, je voudrais juste vous dire ce qu'il a déclaré à nos confrères de LCP. Ce serait une injure à celles et ceux qui sont entre la vie et la mort de maintenir un débat dans un moment aussi dramatique. C'est que ce n'est pas si simple que cela. Je ne suis pas le représentant du Parti Socialiste, bien au contraire. Mais vous l'entendez pas, cet argument ? J'entends que le Parti Socialiste semble traverser son groupe parlementaire par des oppositions internes qui rendent difficile un débat de censure pendant que des gens sont entre la vie et la mort. Une position ouverte et publique. Je le redis, la République n'a rien à céder aux terroristes, ni dans l'exercice du droit de manifester, ni dans ses procédures parlementaires. Je rappelle simplement que la plus grande manifestation organisée, de mémoire, c'est après le terrible assassinat des rédacteurs de Charlie Hebdo. Toute la France était dans la rue et le gouvernement avait, à juste titre, accueilli les chefs d'État. Si vous voulez, la façon de réagir contre le terrorisme, c'est de montrer que ça ne terrorise pas. C'est horrible, c'est pénible, c'est affreux pour les familles, c'est
tout ça est vrai, mais la seule façon de se tenir, c'est d'être là où on doit être, c'est-à-dire dans la rue si on l'estime, ou à l'Assemblée, ou à la télévision, comme vous le faites. Jean-Marc Bailleul, comment vous voyez cela? Je rappelle qu'une motion de censure, c'est potentiellement pour faire renverser un gouvernement. Enfin, la probabilité est nulle quand même. On est d'accord, ce n'est pas le cas, mais on est quand même dans la symbolique. Essayer de renverser un comme gouvernement. M. Bailleul cherchait un interlocuteur, puisque M. Mélenchon sera dans la manif, on peut peut-être lui demander, comme il est parlementaire, de respecter la loi et de déposer sa demande de son préavis. Alors, il aura la légitimité pour le faire. Jean-Marc Bailleul. Oui, il est tout à fait légitime. Il oubliera sans doute. Sur cette motion de censure, je le rappelle pour nos téléspectateurs, il s'agit de renverser un gouvernement, donc potentiellement un ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est bien le moment, selon vous? C'est pas notre problème. Nous, notre problème, on a déjà répondu à des polémiques sur l'absence du président de la République il y a quelques mois à l'occasion d'un événement particulier. Les institutions doivent fonctionner même s'il y a un remaniement gouvernemental. Heureusement, c'est une des garanties de la démocratie. Et les forces de police ont de toute façon toujours des chefs qui sont là pour faire en sorte que les institutions fonctionnent. Nous, on ne demande pas de changer le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas le sujet. Nous, on demande de réformer ce ministère et de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus moderne qu'il ne l'est. Il y a un rapport sénatorial qui a été rendu il y a maintenant bientôt 1 an, qui contenait tout un tas de légitimes constats et réformes proposées, et il ne se passe rien. Donc c'est ça aussi que les policiers attendent. Je rappelle, si je peux me hasarder à ce parallélisme des formes avec la forme qu'a pris le mouvement des Gilets jaunes, qui a à peu près 2 ans maintenant, on a des policiers qui se sont mis en colère et qui ont manifesté leur mécontentement sur la voie publique. Ça ressemble beaucoup aux Gilets jaunes. C'est-à-dire que parce qu'on n'a pas écouté les représentants élus, syndicaux, je fais partie, les policiers ont dit on va aller demander nous-mêmes, ça faisait suite à l'incident d'Evry, ce qui ne fonctionne pas, les réformes qu'on attend, les réformes matérielles, les réformes budgétaires, mais pas toujours budgétaires, des réformes qui fassent qu'on ait une police beaucoup plus moderne. Donc, on n'a pas été entendu à cette époque. Le Sénat a fait un rapport tenant compte de ce mécontentement, le Sénat n'a pas été entendu non plus. Donc, quelque part, nous, notre conclusion, parce que je ne m'hasarderai pas sur le terrain politique, c'est qu'il faut en tirer la conclusion que si on avait fait confiance aux corps intermédiaires, et ça ne vous échappera pas, je vais vous présenter Laurent Berger, nous sommes affiliés à la CFDT. Laurent Berger a été le premier à dire qu'il faut reprendre le dialogue avec les corps intermédiaires. Si on avait été entendu aussi sur les questions de sécurité, on n'en serait sûrement pas là aujourd'hui dans l'état de fatigue. Donc on est des salariés de l'État, le boulot sera fait. Mais en tout cas, nous, ce qu'on demande, c'est d'être entendus et puis que les politiques soient exemplaires. C'est-à-dire que, je vous permettez, mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des réactions dans les manifestations contre les policiers avec de la haine, de la violence verbale, quand le leader de votre parti politique a eu un comportement inacceptable lorsqu'à perquisition a été fait à son domicile, en hurlant à son domicile, au siège de France Insoumise. Non seulement raccourci, mais que moi qui suis allé dans beaucoup de ces manifestations, je n'ai pas entendu beaucoup d'hostilité vis-à-vis des forces de l'ordre. Au contraire, souvent, des messages qui les invitaient à rejoindre les manifestants. Donc, ça, c'est les bons messages. C'est un rapport qui, pour l'écrasante majorité, je ne ferme pas les yeux sur des incidents mais les incidents, c'est la minorité. Mais l'écrasante majorité des Gilets jaunes était dans un rapport tout à fait pacifique avec les forces de l'ordre. Ouais. Vous savez quand même très bien, si je peux me permettre, allez-y. Que relancer une manifestation samedi prochain, ça va être quoi? Ça n'échappe à personne. Les 2 dernières se sont mal passées parce qu'en queue de manifestation, certains viennent, pas dès le matin à 8h30, 9h, ils viennent vers la fin pour aller casser les magasins et faire leurs courses de Noël. Donc il y a aussi ça derrière. C'est-à-dire que... on parle d'autre chose là. Non, on ne parle pas d'autre chose. C'est que la responsabilité d'organiser une manifestation... Et de maintien de l'ordre qui n'est pas le même que celui de ces manifestations. Ah non, mais d'accord, mais c'est quand même à l'occasion de cette manifestation qu'on a de la casse. On l'a vu à Bordeaux. Mais pas aux mêmes endroits d'ailleurs. Si vous regardez à Paris précisément où les choses se sont produites, pas aux endroits où les Gilets jaunes se sont rassemblés. Non, mais donc, on voit bien que quand même, pas à l'opposé, monsieur. Sur les grands boulevards, c'est à distance quand même pour ceux qui connaissent Paris des Champs-Élysées. Sur la place de la République, c'est encore plus loin. Donc on voit que ce ne sont pas les mêmes lieux qui ont été concernés. Ça n'est pas les mêmes manifestants, les mêmes personnes d'ailleurs. Si on revient d'un mot sur cette motion de censure, Christian Jacob, patron des députés de la droite, a dit « Ce n'est pas la réponse qui est attendue par l'opinion publique ». Bruno Jean-Bart, vous êtes mieux placé que nous pour répondre à cette question. L'opinion publique, effectivement, ne s'intéresse pas forcément à la manière dont la démocratie fonctionne au niveau du Parlement, mais je dirais que ça ne veut pas dire que le Parlement ne doit pas jouer son rôle et utiliser les armes qu'il a à sa disposition. Donc je pense que ce sont effectivement, je ne crois pas que cette motion de censure, au-delà du moment et de ce qui s'est passé mardi soir, intéresse les Français.
Pour autant, ça ne veut pas dire que le Parlement ne doit pas jouer son rôle, utiliser pour l'opposition ce qu'elle a comme moyen à disposition pour faire entendre sa voix. Ce sont des choses différentes. La difficulté, de toute façon, sur ce sujet, de manière générale, c'est qu'on voit bien que personne n'arrive vraiment, parmi les corps institués, à parler aux Français. On voit bien que les Gilets jaunes refusent toute récupération. Eux-mêmes n'arrivent pas à désigner des représentants qui sont, dans la minute, quasiment renvoyés chez eux comme étant des traîtres, voire menacés de mort. Donc là, c'est là surtout qu'il y a une difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'arrive à porter la parole, finalement, des Gilets jaunes auprès des Français. Et donc, c'est aussi toute l'ambiguïté dans le soutien qu'il y a à ce mouvement, c'est que finalement, les demandes étant tellement larges et tellement contradictoires, chacun y projette ce qu'il a envie d'y projeter, et c'est pour ça que je crois qu'on est plus dans l'ordre du soutien à un mécontentement que du soutien réel à des revendications dont aucun d'entre nous ne serait capable de dresser la liste ici. Gérard Longuet ? Je voudrais dire simplement que la démocratie, c'est pas magique. Il n'y a pas de solution miracle. Et la maturation d'une bonne idée, d'une bonne démarche, d'une bonne réponse, c'est long. Le débat de censure, il se trouve que les hasards de la vie ont fait que je l'ai regardé à la télévision dans mon bureau avant de venir ici. J'ai trouvé très intéressant d'entendre les uns et les autres, d'entendre Lagarde, d'entendre M. Faure, d'entendre Jean-Luc Mélenchon. C'est très important de voir la tête du Premier ministre. Je n'ai pas entendu sa réponse puisque convoqué ici. Mais d'entendre, de voir la réaction du Premier ministre, c'est très intéressant parce qu'un débat, ça se construit. Et on voit bien que les choses diffèrent. C'est-à-dire ceux qui auraient été... Et que d'une certaine façon, les gens trop catégoriques étaient décalés. Parce qu'on sent qu'il y a un besoin de dialogue dans le pays actuellement. C'est d'ailleurs ce que M. Berger avait demandé au nom de la CFDT. On sent qu'il y a un besoin de dialogue. Et ceux qui le récusent, ce besoin... sont à côté de la plaque, je le pense profondément. Le débat que nous avons ce soir et auquel se prêtent les responsables politiques ces derniers jours montre une chose, c'est que l'unité nationale semble, en tout cas, avoir du plomb dans l'aile. Pourtant, souvenez-vous, le 7 janvier 2015, le jour de l'attentat contre Charlie Hebdo, François Hollande sacralisait cette notion d'unité nationale. Écoutez. Nous devons être nous-mêmes, conscients que notre meilleure arme, c'est notre unité. L'unité de tous nos concitoyens face à cette épreuve. Rien ne peut nous diviser, rien ne doit nous opposer, rien ne doit nous séparer. Et aujourd'hui, 13 décembre 2018, le seul message d'unité officielle du président Macron, c'était celui-ci, écoutez. C'est non seulement la France qui a été touchée, une ville française, nos concitoyens, mais c'est également une grande ville européenne qui a été meurtrie, touchée il y a quelques jours. Et je veux ici redire la solidarité de la nation française tout entière à l'égard des victimes et de leurs familles. Et je précise qu'il parle depuis Bruxelles, depuis un Conseil européen. Il vous paraît loin ce temps de l'unité nationale, Paul Vannier ? Non, nous devrions encore y être dans ce moment, en tout cas lorsqu'on évoque cet attentat atroce. On voit bien qu'on ne l'est pas, on parle d'une manif. Mais vous avez raison, et d'ailleurs, qui a rompu immédiatement alors justement, je vais vous laisser parler, mais... Qui a rompu immédiatement avec ce cas, c'est Mme Belloubet, qui a sauté, si j'ose dire, sur l'occasion, quelques instants après ce crime odieux, en indiquant tout de suite, en récupérant la situation pour parler, en effet, de ces gilets jaunes et leur demander de ne pas manifester. Cette récupération était honteuse. C'est aussi qu'il y avait eu le tweet de Laurent Wauquiez avant. Oui, mais il faut garder un temps, toujours, au moment où ces événements dramatiques se produisent, le temps du débat politique, démocratique revient, et il revient d'ailleurs aujourd'hui au Parlement, mais il ne faut jamais instrumentaliser ce genre de situation. C'est ça qui porte atteinte à cette union nationale qui peut être en effet admise dans les moments qui suivent ce type de drame. Gérard Longuet, non, je vais simplement rappeler que face au terrorisme islamiste, il y a une unité nationale. On peut porter des jugements différents sur la politique de la France à l'étranger, à l'extérieur, mais il y a une condamnation unanime. Ça n'a pas toujours été le cas. Le terrorisme en France, on l'a connu à d'autres époques. Les Français ont pu se diviser au moment de la guerre d'Algérie, par exemple. Là, aujourd'hui, on a une unité. Alors, évidemment, la superposition du quotidien social et du terrorisme islamiste, j'ai envie de dire quelque chose de tragique, mais pendant le terrorisme, la vie continue aussi. Et on est obligé de gérer cette vie sociale, ce débat. Je considère que la réponse
parlementaire est bien meilleure que la réponse de la rue. Et moi, comme parlementaire, pardonnez-moi, je défends notre responsabilité, qui est de représenter les Français et de dire, tiens, ce gouvernement qui était incapable de lâcher 50 millions il y a 15 jours, en lâche 13 milliards. C'est énorme. Aujourd'hui, bon, alors il faudrait peut-être discuter si c'est les meilleurs milliards, si c'est le meilleur usage. Et là, nous retrouvons, parlementaires, députés et sénateurs, notre responsabilité absolue, mais sur l'unité nationale, elle est profonde à l'encontre du terrorisme. Bruno Jean Bart, elle n'a pas du plomb dans l'aile, cette unité nationale? Ça dépend ce qu'on appelle effectivement l'unité nationale. Je crois que si c'est la position des Français face à l'événement, non. Si c'est la manière dont le débat politique ne s'arrête pas finalement cette fois-ci par rapport à 2015 peut-être, mais je crois qu'on n'est pas du tout dans la même situation. D'abord, 2015, c'est le premier événement d'une série dont Strasbourg est malheureusement la poursuite depuis maintenant 3 ans. Et donc, il a un impact extrêmement puissant comparé à même à ceux qui ont suivi, qui ont été beaucoup plus dramatiques, comme le 13 novembre ou Nice à l'été. Il y a eu un choc qui n'a jamais été reproduit, d'ailleurs, après celui de janvier. Et puis, il y avait un autre symbole. C'était les médias. En janvier, donc il y avait la notion de la liberté de la presse, du débat. Ça renvoyait à un débat sur les caricatures qui était plus ancien. Donc je crois que voilà. Mais moi, j'ai pas le sentiment que sur le sujet l'unité nationale soit mise en cause. En revanche, c'est vrai qu'il y a une plus grande difficulté aujourd'hui, peut-être parce que c'est un peu malheureusement la force de l'habitude qui le fait. La société française finalement considère que ce genre d'événement n'interrompt plus aussi fortement la vie qu'auparavant. Et n'y a-t-il pas même une désensibilisation concernant le sort des forces de l'ordre? Et je vais vous interroger dans un instant, Jean-Marc Bailleul. Souvenez-vous encore de cette image qui avait frappé les esprits. Ces policiers qui avaient été applaudis, regardez, lors de la marche républicaine le 11 janvier 2015, après une semaine marquée par ces attaques terroristes des frères Kouachi et d'Amidi Koulibaly. Jean-Marc Bailleul, il est loin ce temps où les policiers étaient applaudis, voire embrassés. Bon, je pense qu'il y a quand même une grande partie de la population, si elle en avait l'occasion, elle referait la même chose. Il y a ce qui se passe malheureusement pendant les manifestations avec quelques groupuscules extrémistes et quelques casseurs. Après, il y a quand même, on a vu, notamment pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant, des gilets jaunes sortir un CRS qui était par terre près de l'Arc de Triomphe, le relever pour lui permettre de s'échapper, d'autres rendre un bouclier à des CRS qui l'avaient perdu. Donc il y a encore une fibre républicaine et de soutien aux forces de l'ordre, y compris chez les Gilets jaunes, j'en suis persuadé. Je rappelle que les policiers sont des ouvriers de la sécurité, donc comme eux. Voilà, donc moi je ne suis pas inquiet de ça. Les sondages successifs depuis 3 ans attestent qu'il y a toujours un fort soutien de la population à ces forces de l'ordre. Après, il y a la manière de l'exprimer. Là, c'était un moment particulier, organisé, solennel. C'est sûr qu'on ne va pas avoir sur les Champs-Élysées une partie de la population qui va venir nous applaudir pendant que d'autres sont en train de nous jeter des pavés. Donc, ça paraît compliqué. Donc moi, je crois que ce soutien existe. En revanche, là encore, je reviens sur mon histoire de l'exemplarité et hier, ce qu'on a pu lire sur les sites, notamment sur tout ce qui est complotiste. Je m'étonne que la condamnation de cette théorie du complot n'ait pas été plus ferme de la part de certains politiques, parce qu'il y a quand même une partie de la population qui ne lit plus les médias, qui ne les regarde plus. Et qui ne s'informe que via les réseaux sociaux, vous voulez dire ? Et c'est là que c'est inquiétant, parce qu'on le ressent, nos collègues policiers le ressentent sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un manque de recul par rapport aux choses qui se passent. Et vous savez ce qu'a déclaré M. Dupont-Aignan par rapport à l'Arc de Triomphe, les petits soldats ou les petits casseurs de M. Castaner. Tout ça contribue finalement à cet état d'esprit. Et nous, en tant que force de l'ordre, qui avons un peu de recul depuis toutes ces années sur ces événements, ça nous inquiète. Ça nous inquiète fortement parce qu'on voit que ça a une influence sur le comportement de certains par mimétisme. Il nous reste 30 secondes. Le complotisme a toujours existé. Il a aujourd'hui des moyens de diffusion qui sont d'une violence, d'une force à peu près sans limite. Et c'est là où il y a un vrai travail. Les gens qui parlent doivent parler clairement et le dénoncer. Ça, c'est clair. Quelques secondes, Paul. Le lien entre la police et la nation est précieux, mais je crois malheureusement, les policiers sont des fonctionnaires, ils obéissent à des ordres, que les doctrines de maintien de l'ordre qui sont mises en œuvre aujourd'hui peuvent l'altérer. Les manifestations des Gilets jaunes ont été très violemment réprimées avec des grenades de désencerclement dont la France, je le rappelle, est le seul pays européen à faire usage. Et c'est la fin de ce débat. Merci à tous les 4 d'y avoir participé.